monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 6, 6 comme le maillot que portait le grand Marco Verratti. Au sommaire ce soir, Emmanuel Macron a reçu Mahmoud Abbas à l'Elysée aujourd'hui. Cette rencontre au sommet entre deux leaders très populaires au sein de leur population va-t-elle bouleverser les équilibres au Moyen-Orient? Débat dans quelques minutes. Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir Théo Aboukrat, alias Art Déco, chanteur pop-rock. Vous découvrirez pourquoi sa carrière a pris un triste virage depuis le 7 octobre 2023. Nous parcourons ensuite le tour du reste de l'info, 4 infos compilées par Rebecca Lamy, Nicolas Sarkozy, la Syrie, la peine de mort pour les terroristes et Éric Zemmour. Le second débat sera consacré à la situation dans la bande de Gaza. La ligne jaune est-elle la nouvelle frontière officielle entre Gaza et Israël? Enfin, l'actualité du jour sera passée au mixeur de l'humoriste cuisinier de l'émission, Julien Assal. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Allez, c'est parti. De football ce soir, mais nous avons 4 champions du monde autour de la table. Caroline Sportes, bonjour, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, très bien, et vous? Vous avez mis vos meilleurs crampons? Oui. Vous êtes prête à tacler les adversaires pendant 52 minutes? Oui, je suis prête. En face de vous, elle attaque bien aussi, et elle défend aussi bien. Bonsoir Marilyn Smadja. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous? Caroline. Bonsoir Marilyn. Tout va bien? Très bien, on prépare le prochain événement de Raison garder Israël et au bout de quelques jours, d'annonce, il était déjà complet. Alors c'est sur racontez-nous. des sujets sécuritaires et géopolitiques. C'est où? Et ça sera Donc, quand? ça sera à Tel Aviv. Bon, il est archi complet, donc je ne vais pas trop faire de la pub. Ok. Mais comme quoi, les sujets qu'on aborde, Et avec quels intervenants? la situation. Alors avec le docteur Meir Masri, qui intervient aussi sur I24. Et grâce à vous, Donaraz Lévy. Ah, bah aussi. je vous ai envoyé le contact. Voilà, on est super voilà. Et ben, un travail collectif, un travail d'équipe. Voilà, Exactement. Et le monde serait vraiment très ennuyeux si on était. Tous d'accord. Et c'est pas que l'émission, ça sera vraiment le monde. Donc c'est super qu'il y ait la diversité ici. Et le football a connu des rivalités épiques entre des grands noms de ce sport. Atteindront-ils le niveau de Léo Messi et Cristiano Ronaldo ce soir? Bonsoir Rost et bonsoir Marc Warnod. Comment allez-vous, messieurs? Bonsoir. Bonsoir. Moi, je préfère Ronaldo à Messi. Et vous? J'aime les gens qui arrivent par le travail et par justement l'acharnement et le combat. Voilà. Et vous, Marc? Moi, j'aime les deux. Moi, à partir du moment où ils sont très bons, j'aime les deux. Ils sont tous les deux construits à la force du poignet. J'aime ce type d'homme. Très bien. C'est le moment de découvrir quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « Faites-vous confiance à la force de stabilisation internationale pour assurer la sécurité d'Israël ?» Vous êtes d'accord à 88% avec Meir Habib. Et à la question « Construction en Judée-Samarie, le gouvernement israélien joue-t-il avec le feu ?» Vous êtes d'accord à 59%, c'est plus serré, avec Guillaume Bensoussan. Les présentations sont faites, les résultats sont communiqués. Passons maintenant au premier débat de l'émission. La rencontre entre Emmanuel Macron et Mahmoud Abbas a inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé la question suivante à nos débatteurs. Mahmoud Abbas à l'Elysée, Emmanuel Macron fait-il avancer la paix au Proche-Orient? Rost, vous avez répondu oui. Marc Warnod, vous avez répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 6, face à face 1, c'est parti. Vous allez commencer, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Selon vous, Emmanuel Macron agit pour la paix en accueillant Mahmoud Abbas à l'Elysée. Et Marc, vous aurez 1 minute juste après Rost pour défendre la thèse contraire. Tout le monde est prêt? 1 minute pour convaincre les téléspectateurs. Rost, c'est à vous, 60 secondes, pas une de plus. Alors, vous me mettez dans un rôle qui est pas forcément... qui ne me met pas forcément à l'aise parce que c'est pas moi qui vais défendre Emmanuel Macron après la politique qu'il fait en France depuis son arrivée au pouvoir où on favorise plutôt la bourgeoisie et les plus riches plutôt que de s'occuper de ceux qui ont les nécessiteux. Toutefois, sur la question internationale,
je pense qu'il a quand même essayé de se bouger. On a vu, lorsque le Liban était bombardé, on a vu qu'il s'est quand même bougé pour essayer de faire en sorte que les choses reviennent dans l'ordre, qu'on arrête de tuer les journalistes qui ont été tués là-bas, par exemple, et les innocents qui ont été aussi tués là-bas. Et en recevant Mahmoud Abbas, évidemment, pour l'instant, c'est celui qui fait office de l'autorité palestinienne. Donc, il est important de pouvoir dialoguer avec tout le monde, et que ça soit avec l'autorité palestinienne ou ceux qui travaillent pour la paix en Israël. Je pense qu'il va falloir parler avec tout le monde, et toutes les initiatives ne seront jamais de trop quand il s'agit du conflit israélo-palestinien. Il faut qu'on se batte tous pour que la paix revienne. Marc Warnod, vous défendez le non, 60 secondes, c'est parti. Oui, alors moi je pense que ça fait rien d'avancer du tout, parce que la vraie question, c'est est-ce que Mahmoud Abbas fait partie du problème ou de la solution? Et pour moi, il fait partie du problème. Le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il reçoit pas qui il veut, il reçoit qui il peut. Et ça, c'est le fond du souci. La réalité, c'est qu'il y a un plan Trump aujourd'hui, et Mahmoud Abbas est reçu par Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron veut exister dans un jeu qu'il ne maîtrise plus. De la même façon qu'au mois de juillet, lorsqu'il a décidé de reconnaître l'État palestinien, il a torpillé des discussions qui avaient lieu entre le Hamas et Israël. Je pense que la posture de Macron aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'essayer d'exister par tout moyen plutôt que d'aider à la résolution du système. Je pense que si Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne étaient aujourd'hui un partenaire pour la paix de demain, ça se saurait. Le malheur, c'est que ce sont des gens qui ont été élus en 2005 et qui depuis sont au pouvoir depuis 20 ans sans discontinuer, qui sont totalement corrompus, totalement inefficaces. Et malheureusement, je ne pense pas que la paix se fera avec eux. Or, M. Trump veut qui dans son accord? Il veut avant tout des notables palestiniens. Merci beaucoup, Marc Warnod. On vous a posé la question sur le compte Instagram d'A24 en français. Si vous êtes plutôt oui, vous votez Ross. Si vous êtes plutôt non, vous votez Marc. Caroline Sportes, je commence avec vous. Bon, il n'y a pas d'enjeu. Vous êtes plutôt Ross ou vous êtes plutôt Marc Warnod? Ah non, je suis plutôt Marc. Je rebondirai sur ce qu'a dit Roth. Travaille pour la paix, Mahmoud Abbas. Je ne savais pas que Mahmoud Abbas travaillait pour la paix. En tout cas, ce qu'on peut dire d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a le don du timing parfait. Non seulement ça n'a aucun intérêt, puisque l'État palestinien n'existe pas, Mahmoud Abbas ne représente pas non plus l'État palestinien, et en plus, c'est extrêmement indélicat, pour ne pas dire indigne, de le recevoir aujourd'hui, le 11 novembre, alors qu'on commémore la fin de la Première Guerre mondiale et que dans 2 jours, on commémore les attentats du Bataclan. Mahmoud Abbas a été présenté comme président de l'État de Palestine dans le communiqué officiel de l'Élysée. Est-ce que cette présentation vous gêne ? Ben d'abord, je pense que malheureusement, le président Macron met depuis longtemps la charrue avant les bœufs, et que la reconnaissance d'un État palestinien, comme vous le savez, j'ai cofondé un des plus grands mouvements de paix droite, centre, gauche en Israël, et donc évidemment, je suis pour des accords politiques. La paix, c'est pas maintenant, c'est dans bien longtemps, mais ces accords politiques, ils doivent être basés d'abord sur des exigences très claires. D'abord, c'est l'abandon du terrorisme. Quand on sait que l'autorité palestinienne donne encore des payes aux terroristes, par exemple, même qu'il y en a certains qui sont devenus millionnaires en sortant des prisons actuellement de la main d'Israël. Non, c'est pas terminé. Alors donc du coup, ce que je voudrais dire, c'est que j'aurais préféré que le président Macron, d'ailleurs il était à Sharm el-Sheikh quand il y a eu le sommet avec Trump, c'est qu'il continue dans ce plan à 20 points qui exige de démanteler le Hamas, de le désarmer, que l'autorité palestinienne fasse des réformes nécessaires, y compris ce que Marc a dit par rapport à la corruption, parce qu'on est face aussi à un gouvernement corrompu qui fait souffrir son propre peuple, le peuple palestinien et évidemment les Gazaouis. Donc je dirais que c'est vraiment une rencontre... la photo va bien sortir, c'est tout, et ça pourra se mettre dans l'album de Macron. Mahmoud Abbas est très impopulaire chez les Palestiniens, un peu comme Emmanuel Macron en France. Hier, sur ce plateau, notre analyste politique Maurice Ifergan parlait d'un sommet des losers. Exactement. Bon, je vous trouve un peu dur quand même. C'est pas moi, c'est Maurice Ifergan. Parler du sommet des... Oui, mais bon, je trouve que aujourd'hui, on a pris... Je sais que de toute façon, en Israël, aujourd'hui, quand on parle de la France,
les gens sont persuadés, on a réussi à les convaincre que la France est antisémite, que Macron est antisémite, comme l'avait dit Netanyahou, alors qu'il n'y a jamais eu autant de mesures qui étaient mises en place. Et d'ailleurs, même à un moment donné, il y a plein de gens de la communauté juive en France qui sont montés au créneau pour dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, parce qu'il y a quand même pas mal de mesures qui ont été mises en place pour essayer de protéger la communauté juive de France. Donc, lesquelles et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler des... Évidemment, moi, je fais partie de ceux qui pensent que Mahmoud Abbas, par exemple, effectivement, les questions de corruption, on a vu avec tout son entourage, où il se balade avec des montres à $300 000, alors que le peuple souffre. Je comprends la question de la légitimité. Évidemment, moi, je me suis fait l'avocat du diable, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui dise oui et l'autre qui dise non. Mais c'est pas moi qui vais défendre aujourd'hui Macron, et c'est pas moi qui vais défendre Mahmoud Abbas et puis toute sa bande de corrompus. Par contre, je fais partie de ceux qui pensent que toutes les initiatives, je dis bien toutes les initiatives, aussi peu soit-il, qui peuvent contribuer à ouvrir le débat sur l'après, sur les questions, la question politique et non les questions de guerre, pour qu'on puisse résoudre la situation, pour qu'on arrive à une situation normale, qu'on retourne vers la paix, des discussions vers la paix, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que ça. Et ben moi, je suis pour qu'on essaye. Je crois que malheureusement... Oui, je crois que malheureusement, le fond du problème... Alors, il y a deux façons, il n'y en a pas 50 d'arrêter une guerre. Soit on écrase l'ennemi, soit on discute et on fait la paix. Ben voilà. Et le vrai problème, c'est que pour discuter et faire la paix, dans l'histoire de l'humanité, il faut avoir des gens en face qui sont en position de discuter, de faire la paix. Si vous voulez, le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne ne représente plus les Palestiniens. Je crois qu'il faut quand même être clair là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaye aujourd'hui de nous faire une espèce de magie politique, de nous transformer Mahmoud Abbas comme interlocuteur crédible, alors que sa population soutient massivement le Hamas. Et c'est bien le problème de tout l'accord. Tout l'accord Trump est basé sur le fait qu'il va y avoir un chemin vers la paix avec une pacification générale. Mais tant que la population ne sera pas affiliée, au moins intellectuellement, au Hamas, ça ne fonctionnera pas. Or, pour faire la paix, encore une fois, c'est soit la guerre totale, soit une négociation. À aujourd'hui, je ne vois pas lequel de ces deux chemins est possible, parce qu'aujourd'hui, ces deux chemins sont impossibles. Et c'est pour ça qu'on nous sort Mahmoud Abbas aujourd'hui, parce que Mahmoud Abbas représente ce qui n'existe pas ou ce qui n'existe plus, et c'est en ce sens que je pense que sa rencontre avec M. Macron ne sert à rien. Deux points très rapides. D'abord, pour répondre à Rost, j'ai rencontré plusieurs fois le président Macron et je n'ai jamais pensé une minute qu'il était antisémite. Je ne pense pas que la France soit un pays antisémite et je pense qu'il faut faire vraiment la différence entre des gens qui s'opposent à une politique, par exemple la politique israélienne, la politique du gouvernement actuel, je peux le comprendre, et l'antisémitisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de l'amalgame, Donc je rappelle juste ça, que je comprends très bien le sentiment de Rost, mais je ne partage pas du tout ça et je pense que les Israéliens... La deuxième chose très importante, c'est un point très important. J'ai appris en tant que femme de paix, justement, d'avoir vraiment étudié ce sujet à fond, qu'il y a justement des initiatives qui sont contre-productives. Il ne faut pas soutenir toutes les initiatives. Voilà, il y a des initiatives qui, justement, n'amènent pas la paix. J'aimerais, pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, vous lire une citation et vous allez me dire qui a prononcé ces mots. Parce qu'il faut savoir aussi quels sont les antécédents des protagonistes dont on parle. Ils disent qu'Hitler a tué les Juifs parce qu'ils étaient Juifs et que l'Europe haïssait les Juifs parce qu'ils étaient Juifs. C'est faux. Les Européens ont combattu ces gens en raison de leur rôle dans la société qui avait trait à l'usure, à l'argent. Selon Hitler, ils faisaient du sabotage et c'est pourquoi ils les haïssaient. C'est Mahmoud Abbas qui a dit ça. C'est Mahmoud Abbas qui a dit ça en 2023. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, tout est dit. Comme dit Marc très justement, pour faire la paix, il faut être deux autour de cette table et en studio. Je suis sûre que tout le monde est pour la paix, bien évidemment, mais il faut être deux. Alors on ne dit pas que Macron est antisémite, c'est pas du tout l'idée, mais tout ce qu'il fait quand même depuis le 7 octobre est quand même contre-productif. Je vous rappelle que quand il a déclaré l'État de Palestine sans condition, il a quand même reçu les félicitations du Hamas. Donc on peut pas dire non plus qu'il aille dans le sens de la préservation des intérêts des Juifs de France. Est-ce que encore aujourd'hui, la gauche israélienne considère Mahmoud Abbas comme le partenaire de la paix?
Non, je pense que pratiquement, je ne peux pas parler que de la gauche israélienne, je parle de la majorité des Israéliens, et à raison gardée, on est droite, centre-gauche. À Women Watch Peace, le mouvement de paix, on est droite, centre-gauche. Donc je ne peux pas parler qu'au nom de la gauche israélienne, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que même à gauche, dans la majorité de la gauche israélienne, considère Mahmoud Abbas comme un leader affaibli, qui n'a aucun impact sur le terrain. Et donc, en fait, de le rencontrer, c'est rencontrer quelqu'un qui n'a même pas la clé du terrain. Une information importante à donner à nos téléspectateurs. La France annonce qu'elle va aider les Palestiniens à bâtir la constitution pour leur futur État. C'est ainsi qu'on termine cette partie. C'est dans la lignée des inepties du président de la République. Que notre invité, franchement, il ne fait même pas partie, comme l'a dit Marc très justement, il ne fait pas partie du plan de paix de Trump. Donc il s'arroge des pouvoirs. C'est une autorité palestinienne remaniée. Il était quand même aussi à Charles Machel. Bien sûr. Avec Macron. Vous avez vu où il était positionné. Moi, je veux dire une chose qui est claire. Je pense qu'on a, quand on veut parler d'accord politique, il faut vraiment souhaiter la suite de Mahmoud Abbas et qu'elle soit quelqu'un de modéré. Il y a des gens modérés. Ça, c'est la première chose. Mais je pense qu'il n'a pas de crédibilité, Macron, pour le faire. Pas d'extrémistes du côté israélien. Passons dès maintenant à l'interview du tac au tac. Depuis le 7 octobre 2023, les appels au boycott se multiplient contre les artistes israéliens qui viennent se produire en France. Les menaces s'étendent sur les artistes français de confession juive. Et pour en parler, nous accueillons Théo Aboukrat, alias Art Déco. Bonsoir Théo Aboukrat, vous êtes chanteur et votre carrière est très impactée depuis le 7 octobre 2023. Racontez-nous. Bonsoir, tout à fait, merci de m'inviter. Alors, moi, je suis un artiste de chansons pop-rock. Je me développe essentiellement par la scène, par le streaming. Et j'ai eu une expérience malencontreuse au printemps dernier où, alors ça partait bien, je signe avec une agence de booking qui organise comme premier concert une scène partagée avec un autre artiste. Et cet autre artiste, à 5 jours du concert, se ravise et annonce ne pas vouloir jouer avec moi. Alors, je l'apprends et je tombe des nues puisqu'il invoque des raisons personnelles et il s'avère au fur et à mesure des interrogations entre mon management et le sien qu'il refuse de jouer avec moi parce que je suis ce que lui prétend être un soutien au génocide. À ce moment-là, je ne me suis jamais exprimé sur le sujet du conflit à Gaza, je n'ai jamais émis de propos. D'ailleurs, quand on a interrogé son management et sa maison de disques, aucun des membres de son entourage, ni lui-même, n'ont été en mesure de fournir des propos que j'aurais pu prononcer, qui auraient pu être choquants, polémiques. Et après ça, donc, le concert est annulé. Et l'agence de booking avec laquelle je venais de signer, qui nous avait mis en relation, décide de rompre mon contrat, qui était un contrat d'engagement sur 1 an, parce que pour cette agence, eh bien, j'étais un artiste sujet au boycott, et donc j'étais un investissement à risque. Mais Théo, vous aviez partagé des messages de soutien à Israël, peut-être le 7 octobre, le lendemain du 7 octobre, sur les réseaux sociaux ? Rien. Je ne me suis exprimé sur la question qu'à partir du boycott du chanteur Amir Haddad, qui est survenu à peu près 3 semaines après, et qui, pour moi, a remué le couteau dans la plaie. Mais avant ça, jamais. Et donc, il a préjugé, vous pensez, par votre nom de famille, que vous étiez un soutien, entre guillemets, au génocide à Gaza. Ça va un petit peu plus loin que ça. Je ne sais pas si c'est le nom de famille, puisque je pense qu'il connaissait mon nom de famille. Je pense, avec le recul, que ça va un peu plus loin. Mon grand-père, Bernard Kanovitch, était décédé 3 semaines avant. Et j'ai partagé à un moment un hommage à mon grand-père, avec évidemment une allusion à la tradition juive, puisque lui avait grandi comme rescapé de la Shoah, enfin, était rescapé de la Shoah, il avait grandi comme pupille de la nation, etc. Donc j'avais tenu à rendre hommage à cette tradition et à son héritage, et je pense que c'est venu de là. Mais on a vu, il y a eu un article qui a été publié à ce sujet, et vous n'êtes pas le seul artiste juif concerné. Évidemment, il y a les plus connus, Enrico Macias, des manifestations et des appels au boycott pour Amir, mais ça concerne aussi des artistes, on va dire, moins connus que ces têtes d'affiche-là, qui sont aussi victimes de ça. Vous n'êtes pas le seul.
bien sûr, ça concerne énormément d'artistes. J'ai été amené à parler grâce à mon ami David Konoptiki, qui lui fait de la musique jazz klezmer, et à qui on explique en permanence que, déjà, son nom est à consonance hébraïque, donc il a perdu des amis, il a perdu des contacts. Quand il veut organiser de la musique, un concert de musique klezmer, les programmateurs sont contre en invoquant les coûts supplémentaires afférents à la sécurité. Donc, en fait, il y a toujours une excuse pour ne pas faire jouer un artiste juif. Ça peut être la sécurité, ça peut être des positions politiques qu'on n'a jamais prises, mais qu'on nous prête simplement parce qu'on est juif. Ça peut être des connexions, des abonnements Instagram qu'on a oubliés. J'ai entendu de toutes les histoires et à chaque fois, c'est sordide. Et on instrumentalise tout et n'importe quoi pour, en fait, faire peser le conflit à Gaza sur des artistes juifs, français, qui pour la plupart n'ont absolument rien à voir, sont très souvent d'ailleurs, comme l'est le milieu du spectacle, de gauche, en fait, pour la plupart aussi, ne s'expriment pas. Mais Théo, c'est vous qui le dites, et je reprends vos mots. Dans un milieu du spectacle qui est de gauche, donc progressiste, qui se présente comme ouvert aux autres, il y a un boycott des artistes juifs. C'est terrifiant, mais c'est pas si surprenant. Comment vous percevez ça ? Je vous renvoie à des ouvrages comme Les complices du mal de Marius et Suleiman, comme Les nouveaux antisémites de Nora Bussini, qui mettent très bien en évidence le paradoxe. C'est une oxymore aujourd'hui, ce progressisme, parce que, en fait, au nom de certaines valeurs de progressisme, on sacrifie d'autres progrès. C'est un pas en avant, 3 en arrière. J'ai compris. Marc Warnod, alors Théo, restez avec nous. Marc Warnod, je voudrais une réaction depuis Paris, s'il vous plaît. Je pense que malheureusement, l'antisémitisme s'est installé de façon durable par absence de réaction du pouvoir politique en France. Vous savez, dans toutes les situations dramatiques de racisme, d'antisémitisme, et même si on va au-delà, de vrais génocides, vous avez toujours quelque part une caution morale qui va déshumaniser la victime. Par exemple, au Rwanda, les Hutus disaient que les Tutsis, avant d'en massacrer 1 million, étaient des kéfirs, des espèces de punaises. Aujourd'hui, si vous voulez, les Juifs de France sont devenus des complices du génocide. C'est-à-dire qu'on n'a rien demandé aux Juifs de France, mais ils sont devenus des complices du génocide. Et donc, du coup, ils sont de facto des espèces de faire-valoir génocidaires. Voilà. Et on laisse tout ça prospérer. Là où je ne suis pas d'accord avec ce que Ross a dit tout à l'heure, je pense que si vous voulez l'antisémitisme, il y a deux déclencheurs. Il y a celui qui passe à l'acte. Alors ça, ceux-là, ils sont très identifiés. Et puis ensuite, comme le disait malheureusement Einstein, le monde est dangereux à vivre non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui se laissent faire. Et ceux qui regardent et qui se laissent faire, c'est Macron. Parce que Macron, en réalité, si vous voulez, à part les enfants qui ont violé la petite fille pour la Palestine à Courbevoie il y a 2 ans, qui eux sont allés en prison, personne n'est allé en prison en France depuis 3 ans. Pour une cause d'antisémitisme, y compris dans les agressions les plus graves. Rost. Donc, si vous voulez, se laisser faire, cette espèce de blanc-seing permet ça. Rost, allez-y. Bon, je trouvais dommage le lien qui est fait avec mon propos, parce que moi je fais partie, je pense que dans cette émission, j'ai toujours été très clair, les amalgames qui sont faits avec la communauté juive de France. Et je pense que j'ai été un de ceux qui portent à chaque fois à l'écran le fait que, même en Israël, il y a des gens qui défilaient avec des pancartes, avec des enfants palestiniens qui avaient été tués. Donc, je n'ai jamais fait d'amalgame et je ne le ferai jamais. Les Juifs de France sont les Juifs de France. Nous, et j'ai toujours dit, nous, c'est notre devoir à nous tous de se protéger les uns les autres, quoi qu'il arrive. Sur la question du boycott, vous avez toujours eu, dans tout conflit, à tout moment où il y a eu des combats menés contre contre l'apartheid en Afrique du Sud, par exemple, à un moment donné, oui, il y a des gens qui ont pratiqué le boycott. Je trouve, moi, ça m'attriste pour cet artiste, parce que, en plus, il s'est jamais exprimé sur le sujet, donc on lui colle de facto quelque chose pour lequel lui n'est pas responsable de ça. Après, certains ont pris des positions. Moi, ils assument leur position. Très bien. Mais toujours est-il que
à partir de ce moment, moi, je pense qu'il faut qu'on soit tous vigilants sur une chose. Merci Rost. C'est d'éviter de faire des amalgames, quoi qu'il arrive. Très bien. Moi, je suis pour la vérité. Théo. Tant qu'on dit la vérité, moi, tout me va. Théo Aboukrat, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent ce soir, allez, un petit coup de pouce. Où peuvent-ils écouter vos morceaux ? Sur toutes les plateformes, sur Spotify, il suffit de chercher Art Déco ou Art Déco Musique, comme l'Art Déco, tout attaché. Voilà, merci beaucoup Théo, on vous souhaite une bonne continuation pour votre carrière et si à l'occasion, venez nous voir à Tel Aviv et on garde contact et on voit comment on peut faire avancer les choses. Merci beaucoup Théo d'avoir répondu à nos questions. Une réaction rapide en 10 secondes. C'est ce totalitarisme d'atmosphère, ce fascisme qui vient de la gauche islamique qui nous dit ce qu'on doit écouter, ce qu'on doit faire, où on doit aller. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Philharmonie. Réaction très très rapide, 10 secondes. Il faut être encore plus sévère que d'habitude dans cette lutte contre l'antisémitisme. Tout simplement, et ça passe par les politiques, et ça passe par Macron. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il en parlera avec Mahmoud Abbas. Top. Il est l'heure de marquer une toute petite courte page de pub. À tout de suite sur i24 News. Israël est en guerre. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. Soutenez, maintenant. אלבר, רק את הטוב! ועוד הנפקה מוצלחת של חברת ההייטק הישראלית. אולי יצאו יותר טוב, משה. גבירותיי ורבותיי, נחתנו זה עתה בנמל התעופה בן גוריון. ברוכים הבאים לישראל. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia ? Félicitations. Vous avez un téléphone ? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là, chaque seconde, auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. Israël est en guerre. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. Soutenez, maintenant.
להיות בוועידת המפרץ הבינלאומית לאזוריות בשנה הבאה. תודה רבה. Sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Marilyn Smadja, de Caroline Sportes et Ross, et Marc Warnod en plateau avec nous à Paris. Vous en avez l'habitude, après la pub, c'est toujours le même moment. Je vous propose de faire tout de suite le tour du reste de l'info. Et vous connaissez le principe, 4 informations du jour compilées par la chef d'édition de cette émission, Rebecca Lamy, qui me parle actuellement dans l'oreillette. Et on va commencer avec vous, Marc Warnod, à Paris, incarcéré dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne. Nicolas Sarkozy n'aura passé que 20 jours en prison. Lundi, la Cour d'appel de Paris a déclaré recevable sa demande de mise en liberté. L'ancien président est rentré à son domicile du 16e arrondissement. Marc, une réaction? Ma réaction, c'est qu'il n'aurait jamais dû passer une journée en prison. Mais qu'est-ce que vous voulez, on prête corrige. Il était ex-président de la République et les juges ont quelques raisons de ne pas lui faire beaucoup de cadeaux. La réalité, c'est que quand on met les gens en prison en préventive, on les met pour éviter qu'ils influencent les témoins, pour qu'ils s'enfuient, etc., etc. Toutes ces raisons n'ont pas été réunies. En réalité, ils voulaient se payer Sarkozy, ils se sont payés Sarkozy. Mais derrière tout ça, il y a un énorme problème. Quand je vois, par exemple, que dans la libération, enfin dans le jugement que les juges ont rendu hier, ils interdisent à Nicolas Sarkozy de rentrer en contact avec Gérald Darmanin. Je veux dire, on se rend bien compte quand même à quoi on en est rendu aujourd'hui en France. C'est-à-dire que normal. Les juges, non, les juges qui ne peuvent pas interdire, les juges, non, je suis désolé. C'est la première fois que ça se produit. Pour que les juges ne peuvent pas interdire à M. Gérald Darmanin, qui est leur ministre de tutelle, de rencontrer M. Sarkozy ou n'importe qui. Donc, du coup, ils interdisent à Sarkozy. Est-ce que c'est quelque chose qui est légitime? Moi, je pense que non. Parce que parce que M. Darmanin n'a aucun rapport avec cette affaire-là. Donc, c'est vraiment appuyer son autorité bêtement. Ross, je vais vous faire réagir, mais j'aimerais vous lire, Ross, un message, un vrai message, qu'un ami m'a envoyé dans un groupe qu'on a avec des copains du lycée, pour être totalement franc. Il a envoyé ce message. Il a écrit « Sarko remis en liberté, c'est la preuve que le système est corrompu ». Est-ce que vous partagez cet avis? Mais évidemment, mais comme je pense que vous savez que je partage cet avis, que vous avez lu cet avis, parce que c'est ce que tous les gens du peuple vivent, c'est ce qu'ils disent. Vous voyez ce que je veux... Voilà, tout à l'heure, j'étais à une manifestation en soutien aux gens qui se battent contre le génocide au Congo. Et on me donne la parole là-bas, et à un moment donné, je parle de quelque chose d'important, dont les gens ne se rendent pas compte, et qui est insidieux. C'est la question de la lutte des classes. Vous avez une élite qui se protège, qui fait tout pour pouvoir être soudé. Quand Sarkozy est condamné, j'ai vu la levée de boucliers de gens, que ça soit à gauche, à droite, d'une élite qui se protège. Marine Le Pen qui monte au créneau parce qu'elle sait qu'elle-même, d'ailleurs, elle a été condamnée et qu'elle risque d'aller en prison au final. Donc, ils se protègent entre élites. Je suis désolé, lorsque on fait la même personne qui, en 2015, fait une déclaration pour dire que quelqu'un qui est condamné à plus de 6 mois de prison doit effectuer la totalité de sa peine. Je suis désolé, Sarkozy doit effectuer ses 5 ans de prison. Et lorsque vous le défendez, lorsqu'on dit... Une seconde. Je termine juste en une phrase. Je termine juste en une phrase. Il est sous contrôle judiciaire, donc on lui dit qu'il ne doit pas voir le ministre de la Justice
C'est normal. Qu'est-ce qui vous paraît pas normal? Mais on va lui faire une liste de 50 millions de noms de gens qu'il n'a pas le droit de voir. Caroline, j'aimerais dire une chose. Il y a 120 000 peines de prison pas exécutées en France. Sur le plan juridique, Nicolas Sarkozy a fait appel. Aujourd'hui, il est présumé innocent. La décision de première instance qui a été assortie de l'exécution provisoire, c'était uniquement pour le voir en prison. Pourquoi? Parce qu'en droit français et en matière pénale, l'exécution provisoire en matière pénale n'est pas susceptible d'appel. Donc, les magistrats savaient très bien qu'il allait, il allait aller en prison. La preuve, à la première demande de mise en liberté, il est sorti. Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Roth, bien évidemment que c'est éminemment contestable le fait que dans le contrôle judiciaire, il n'ait pas le droit de voir le garde des Sceaux, parce que c'est une atteinte directe à la séparation des pouvoirs. Marilyn Smadja, votre actualité. Le Parlement israélien a adopté lundi, en première lecture, une proposition de loi destinée à instaurer la peine de mort pour les terroristes. Une réaction? Alors, d'abord, je dirais que c'est une question extrêmement complexe. Parce que, en fait, c'est évidemment, on aimerait que des terroristes comme Sinwar n'aient pas dû être libérés par récupération des otages. On le sait très bien, il a été dans les 1127 libéré pour Gilad Shalit. Donc, c'est ça la question. C'est de savoir qu'il y a des criminels contre l'humanité, c'est même pas des criminels de guerre, c'est vraiment des criminels contre l'humanité qui vont après être dans les prisons israéliennes. Mais je pense malheureusement que le Shin Bet aussi nous dit que ce n'est pas vraiment ce qui va arrêter le terrorisme et qui va dissuader ni de faire des kidnappings ni d'arrêter les attentats. Et aussi, il faut voir combien cette loi passe la grille des lois internationales. La loi internationale, Israël est tenu aux lois internationales. Alors je dirais que mon cœur dirais que, évidemment, j'aimerais pas voir ces terroristes-là en prison. J'aimerais vraiment qu'ils soient morts, point. Mais d'un autre côté, si ça n'aide pas, c'est vraiment une grave problématique. Un mot, ça pourrait peut-être permettre deux choses. Qu'on arrête de verser des salaires aux terroristes emprisonnés. L'autorité palestinienne versera tout de même des salaires aux familles. Et peut-être, sauf s'ils sont morts, non, ils ne pourront plus. La famille. Pour la famille, je pense aussi qu'il y a d'autres manières de dissuader le terrorisme. Et après, c'est vrai qu'aussi, dans le cadre, on l'a vu, des échanges d'otages, bon, on avance. Ça pourrait être un point aussi. Ross, votre information internationale cette fois. Le président syrien Ahmed al-Shara a exclu lundi toute discussion directe visant à normaliser les relations avec Israël pour le moment, alors que le président américain Donald Trump cherche à relancer les accords d'Abraham. Il a déclaré lors d'une interview accordée à Fox News: Je crois que la situation en Syrie est différente de celle des pays signataires des accords d'Abraham. Rost, une réaction? Alors, écoutez, moi, d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est actuellement, il a rencontré Donald Trump. C'est pour, moi, j'entends tous ceux qui ne veulent pas rencontrer quelqu'un qui est cité par la Cour pénale internationale. Je suis désolé, oui, c'est normal. Maintenant, c'est ce qui n'exclut pas l'après que les uns et les autres veulent préparer en allant vers justement des discussions. Et ces discussions-là, pour l'instant, Trump fait l'intermédiaire. C'est lui, entre guillemets, qui est le chef d'orchestre dans tout ça. Tant que le chef d'orchestre, les uns et les autres, les membres justement de l'orchestre voient et discutent avec le chef d'orchestre, moi, je trouve que c'est le plus important. Mais quelqu'un qui est cité par la Cour pénale internationale, je suis désolé, et qui a commis ce massacre à Gaza, je suis désolé, sa place est devant la Cour pénale internationale et non pas dans les discussions avec les uns et les autres. Rost parle évidemment de Benjamin Netanyahou. Caroline Sportes, votre actualité. Je vous propose d'écouter un extrait d'un ancien candidat à l'élection présidentielle en France. On écoute et j'attends votre réaction. Allez. Ça fait 30 ans que je me bats contre le tropisme des institutions juives
de France, je dis bien les institutions juives, le CRIF, les jeunesses, le mouvement des jeunesses juives, etc., qui sont de gauche, qui ont de gauche et qui ont pris fait et cause dans les années 80 pour l'immigration arabo-musulmane. Ce fut une très grave erreur, qui ont culpabilisé les Français, ni juifs ni musulmans, en leur disant si vous renvoyez les musulmans, vous allez faire exactement comme avec les juifs en 42. C'était faux et c'était un scandale. Donc je l'ai dit à l'époque et aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, de ces gens en privé, viennent me dire que j'avais raison. Donc effectivement, vous avez raison, ça, je l'ai dit. Est-ce que les institutions juives françaises, comme l'affirme Éric Zemmour, se sont trompées sur tout depuis 40 ans ? C'est difficile de répondre à cette question d'abord parce que j'ai pas la réponse. J'ai pas un recul de 40 ans pour vous répondre. Je pense qu'elles ont toujours œuvré dans le sens de la paix et je pense que les choses ont changé. Malheureusement, ce qui était dit il y a 40 ans ne peut pas être dit aujourd'hui. On voit bien par rapport à la menace islamiste et à la menace terroriste. Et d'ailleurs, je pense que les discours ne sont plus les mêmes qu'avant. Une réaction ? Je pense, d'abord, je suis d'accord avec vous, analyser d'un coup comme ça en une seconde 40 ans d'histoire. Déjà, mon soutien pour toute la communauté juive et les juifs en France. Parce que je pense que ce qu'ils subissent actuellement au niveau de l'antisémitisme, qu'ils aient fait des erreurs, telle erreur, plus mais ce que dit Zemmour, c'est que c'est par leur faute qu'ils subissent ça aujourd'hui parce qu'ils ont soutenu l'immigration. C'est ce que dit Zemmour. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, écoutez, Zemmour est pour moi un fasciste, extrémiste. Et bon, évidemment, je suis pas quelqu'un qui va soutenir ni sa parole, ni sa manière de penser. Et je pense pas du tout que ce soit les Juifs qui ont créé, par leur soutien des migrations, la migration, quoi que ce soit. Vous n'entendez pas ce qu'ils disaient à l'antenne. Ils n'avaient pas ce pouvoir de toute façon. Rost, allez-y, Rost. Mais vraiment, mon soutien aux Juifs de France. Rost et après Marc sur ce sujet. Rost et après Marc. Après, Zemmour, il est toujours dans sa chienlit. Donc voilà, lui, il a la haine des Noirs et des Arabes. Donc il est là-dedans. Il est là-dedans. Donc il continue à faire ce qu'il a à faire. L'immigration, c'est justement aujourd'hui leur seul fonds de commerce à eux tous. Ils n'ont plus rien à vendre. Et qu'est-ce que vous proposez, Roth ? Ils n'ont pas de programme politique. Ils n'ont pas de programme. Ils n'ont pas de programme politique. Ils n'ont pas de programme économique. Ils n'ont rien de tout ça. À part les immigrés des boucs émissaires. On répond à quelle question ? On répond à quoi ? À Ross ou au CRIF ? À tout, globalement, ce que vous voulez. Je réponds pas à Ross. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Je réponds sur l'institution juive de France. D'abord, je pense qu'il y a... D'abord, il dit n'importe quoi là-dessus, Zemmour. Les associations juives n'ont aucune responsabilité. Oui. Par contre, là, moi, je trouve que Zemmour est toujours en train de se gaspiller parce qu'il est tellement dans l'excès qu'il finit par rater les vrais sujets. Le vrai sujet, c'est que les associations juives et le CRIF, pour le CRIF, par exemple, représente 70 associations qui sont majoritairement de gauche. La vérité, qui est incontestable, c'est que les associations juives, aujourd'hui, ne représentent plus la communauté juive, parce qu'elles représentent un judaïsme de gauche qui ne représente absolument pas la communauté juive. Voilà, ça c'est la réalité sur laquelle M. Zemmour aurait pu appuyer. Maintenant, sur le fond, je pense que les associations juives n'ont rien à voir avec la problématique de l'immigration. La problématique de l'immigration est un problème qui est politique, qui a été certes très mal géré, mais ça n'a pas été géré par la communauté juive, et encore heureux. Stupidité. Allez, on avance. Le Hamas refuse encore et toujours de déposer les armes. Israël s'oppose à toute implication de l'autorité palestinienne dans Gaza. La deuxième phase du plan Trump semble loin d'être applicable et appliquée. Les polémiques s'enchaînent autour de la force internationale dans Gaza. Et le territoire palestinien est divisé en deux par cette fameuse ligne jaune. Ces faits ont inspiré l'équipe de cette émission et nous avons posé cette question à nos débatteurs. La ligne jaune doit-elle être la nouvelle frontière entre Israël et la bande de Gaza? Caroline Sportes, vous défendez le oui. Marilyn Smadja, défendez le non. Ça se débat, saison 1, épisode 6, face à face, numéro 2. C'est parti. Caroline, vous avez la main, 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Marilyn, vous enchaînerez juste après. Caroline, c'est la caméra 3. Vous êtes prêtes toutes les deux? Prête. Caroline, c'est à vous.
Alors, je ne sais pas si la ligne jaune sera la future frontière entre Israël et Gaza, mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine frontière entre les deux, ce ne sera pas la même que celle du 6 octobre. N'y voyez là aucune conquête de territoire, mais seulement un impératif sécuritaire. Je m'explique. La ligne jaune n'a pas été décidée par Israël, elle a été décidée dans le cadre du plan Trump. Entre Tsahal et le Hamas, elle est entrée en vigueur en octobre 2025. C'est une ligne de démarcation militaire provisoire, dans le cadre d'une trêve, comme c'est toujours le cas. Et surtout, elle rentre dans la bande de Gaza, mais simplement de 1500 mètres, 1,5 km par rapport à la frontière officielle. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce point d'ancrage pour Israël. Sa sécurité en dépend. On voit bien que les tunnels, et c'est un soldat qui me l'a dit, 35% des tunnels ont été détruits. Il en reste donc encore beaucoup. Tous les jours, on essaye de franchir cette ligne jaune. Les terroristes essayent de franchir cette ligne jaune. Donc ce qui est sûr, c'est que la nouvelle frontière devra être une zone tampon. Je ne sais pas si ce sera celle-là, mais en tout cas, ce sera une zone tampon. Comme au Liban, d'ailleurs, c'est le cas. 60 secondes, c'est à vous. Ma réponse, elle ne va pas plaire déjà à l'extrême gauche, parce que, justement, en ce moment, ils sont en train déjà de s'opposer à les lignes jaunes qui viennent à peine d'être mises en place et qui, en fait, est nécessaire actuellement. Elle est provisoire, mais nécessaire pour mettre en place le plan Trump. C'est vraiment le début du plan Trump. C'est un des points, des 20 points. Et elle ne va pas plaire non plus aux extrémistes de droite, parce que ceux qui prônent l'annexion de Gaza, parce que justement dans le plan Trump qui a été approuvé par Israël et largement approuvé par Israël, il est noté au point 16 et 17 qu'il n'y aura aucune annexion et ni occupation de Gaza par Israël. Donc il faut comprendre qu'on parle ni d'annexion de 53%, la ligne jaune c'est 53% de Gaza, donc on parle ni d'annexion ni partielle et ni totale. La dernière chose que je voudrais rajouter, c'est par rapport aux commissions d'enquête. Il ne faut pas se leurrer par rapport à la sécurité d'Israël. Merci beaucoup, Marilyn. Rost, question pour vous. Cette guerre va-t-elle se terminer par une conquête territoriale d'une partie de Gaza par Israël? Alors, moi, je vais être clair avec vous. Ce serait la chose la plus scandaleuse qui puisse se dérouler. C'est justement, on savait que le plan de Netanyahou depuis très longtemps, on a vu même d'ailleurs dans les échanges qu'il y a pu avoir, même avec Tony Blair, parce que c'est d'ailleurs pour ça que moi je suis un peu dubitatif par rapport aux gens qu'ils ont mis dans cette espèce de comité, qui s'échangeaient des messages pour créer une Riviera, en voulant en faire du business, une Riviera dans ce coin-là, et le plan des amis de Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir depuis très longtemps, qui était d'annexer de nouveau Gaza. Donc, j'espère que le monde entier, et je le dis ici, le monde entier se lèvera comme un seul homme, avec un grand H bien évidemment, comme un seul humain, si jamais ça devait être le cas. Ce n'est plus possible au 21e siècle, en 2025, qu'on accepte qu'il puisse y avoir encore des colonies dans ce monde. Alors, c'est tout. Là, pardonnez-moi, mais là, je pense qu'on est complètement hors sujet. Cette ligne jaune aujourd'hui, elle existe juste parce que le Hamas ne respecte pas le plan. La ligne jaune aujourd'hui, les Israéliens, je vous ai laissé parler, les Israéliens sont sur cette ligne jaune alors qu'ils devraient aujourd'hui laisser la place progressivement aux fameuse force de sécurité de Gaza qui n'a toujours pas été inventée, et ils devraient reculer, et le Hamas aurait dû surtout déjà désarmer et lâcher le pouvoir. Ils ont fait l'inverse. Donc la réalité, c'est qu'on risque de se retrouver dans une situation qui sera non pas de l'annexion, mais qui sera une situation de statu quo, quelque part un peu débile, parce que c'est l'intérêt de personne, un peu comme on a connu à Chypre en 1974, lorsque les Turcs ont envahi l'île, on s'est retrouvé avec une ligne de démarcation qui a duré depuis, parce qu'on n'a pas réussi finalement à appliquer un plan de paix. On est un peu dans la même situation à Gaza. La ligne jaune aujourd'hui des Israéliens n'est absolument pas une volonté de colonisation. C'est juste le fait que le plan de paix n'est pas appliqué. Le plan de paix doit être appliqué. Moi, j'aimerais qu'on parle du plan de paix et de son application. Le Hamas ne désarme pas. Si le Hamas ne désarme pas, demain, il y aura une autre guerre. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Le Hamas doit désarmer. Si le Hamas ne désarme pas, ça sera une catastrophe. Point. Alors, très simple. D'abord, pour répondre à Rost, Benjamin Netanyahou, je l'ai soutenu, mais je ne le soutiens plus aujourd'hui, a dit ce n'est pas un plan d'annexion.
Donc on est tous clairs autour de cette table et il ne faut pas l'amalgamer avec les extrémistes de droite. Écoutez bien, il ne faut pas l'amalgamer avec les extrémistes de droite de Ben Gvir et Smotrich qui, eux, oui, s'expriment pour l'annexion d'Israël, mais ils sont très minoritaires en Israël. Donc c'est ça la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a eu deux choses importantes qui se sont passées en Israël. Un, il y a eu le communiqué donc de l'enquête, des enquêtes de l'armée israélienne. Et c'était ce matin, et cet après-midi, le procureur d'État qui a donné un rapport. Dans les deux choses, on voit plusieurs points très importants et même dramatiques, y compris dans les concepts faux que nous avions sur la sécurité d'Israël. La sécurité d'Israël ne se base pas que sur une barrière ou sur une frontière, contrairement à ce qui a été dit. Elle se base, écoutez bien, elle se base sur la diplomatie, la politique renforcée, et ça commence par la démilitarisation de Hamas et la déradicalisation de la bande de Gaza et aussi de l'autorité palestinienne. Et la libération de 4 otages qui sont toujours dans Gaza. La zone tampon est vitale, et c'est ce qui se passe aussi au Liban. Au Liban, il commence à construire un mur et il y a plusieurs kilomètres. On ne peut pas être à la frontière limitrophe avec ses ennemis qui sont les nôtres. Aujourd'hui, à l'heure où on parle. Mais le Hamas a encore, j'ai vu un reportage d'ailleurs sur I24, le Hamas persiste et signe. Non seulement il ne veut pas déposer les armes, mais il continue ça devrait vous interpeller, Roth, à terroriser toute la population de Gaza. Oui, on vous entend pas du tout là-dessus, c'est dommage. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Et rendre nos 4 corps, les 4 corps aussi. Je suis désolé, mais vous pouvez toujours à diaboliser Israël, c'est bien aussi de... Rost, attendez, répondez, Rost. Vous avez vu, il y a eu des exécutions il n'y a pas très longtemps, justement, des gens du Hamas, et comme je le fais ici, toujours, je condamne, j'essaye d'être juste. Moi, je ne suis pas là pour un ou l'autre, je suis pour la paix. Et comme nous aussi. Dans cette émission nous aussi. Pour ça. Nous aussi, on est pour la paix. Non. Faut être deux. C'est comme pour se marier, il faut être deux. De tout le monde. C'est pas le cas pour tout le monde. En tout cas, nous, on est pour la paix. En tout cas, vous avez une table j'entends des gens, en tout cas ici sur cette. En tout cas, j'entends des gens ici qui vous disent clairement, et demandez à vos amis Nelly Kuffer, etc. Elles vous diront qu'elles ne sont pas dans cette dynamique-là. Faire parler les absents. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez répondu à ma place. Juste vous dire que là-dessus, moi, je condamne d'un côté comme de l'autre lorsque on est en dehors des clous, lorsqu'on ne respecte pas la vie humaine, qui que ce soit, que ce soit Netanyahou, mais qui ne respecte pas le je suis désolé. Mesdames, on a parlé des crimes contre l'humanité. Vous oubliez tout ça. On a parlé beaucoup d'addiction. Et de l'autre côté aussi. Non mais je pense que Marc, vous avez une minute pour conclure ce débat, s'il vous plaît. Allez-y, une minute pour conclure ce débat. Tout le monde est pour la paix, vous savez, je veux dire, c'est très facile. Non, mais si tout le monde est sur la paix, parce que tout le monde, quelles que soient ses opinions, est dans le discours pour la paix. Mais pour une paix qui est différente. Moi, je pense que si il faut être objectif, il faut être totalement objectif. Il ne faut pas être à moitié objectif ou objectif sur ce qui nous interroge ou sur ce qui nous plaît. Voilà, tout à l'heure, Rose, vous disiez, moi, je suis contre le fait de parler avec quelqu'un qui est poursuivi par le TPI. Dites-moi, juste une question. La France qui a tué 3 fois plus de civils à Mossoul et à Raqqa que les Israéliens en ont tué à Gaza. Il faut envoyer au TPI les présidents français ? Je pense pas. Cher ami, moi je fais partie de ceux qui Attendez, je vais vous laisser. Je vais vous poser la question. Non, mais je vais vous poser la question différente. Que Sarkozy qui vient de sortir une guerre en milieu urbain, qu'on le veuille ou non, crée des victimes civiles. Ça en crée plus ou moins. Est-ce que l'on doit systématiquement, quand la guerre est en milieu urbain, envoyer tous ceux qui les font devant le TPI ? Je vous pose la question parce que ça veut dire envoyer toute la planète. Donc la question doit être posée. Moi je suis pour, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit à 20 milliards de reprises sur plein d'émissions, Canal+, etc. Merci beaucoup. Je suis désolé. Toutes les personnes qui font ça, elles doivent être devant la Cour pénale internationale. Les institutions internationales doivent reprendre leur place. Qui est le criminel de guerre ? Caroline, Marine, c'est fini. Et vous en avez l'habitude. À présent, cette émission ne peut pas se terminer sans Julien Assal. Julien Assal, il a suivi l'actualité du jour, une actualité, semble-t-il, très inspirante. C'est parti pour la carte blanche.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Raphaël. Et oui voilà, aujourd'hui, 11 novembre, armistice, jour férié, jour comme les autres pour Emmanuel Macron. Je vais commencer par vous dire quelque chose qui me bouleverse, c'est l'hospitalité de Manu. Vraiment, Manu, c'est une crème. Voilà, d'ailleurs, le couple Brigitte-Manu, c'est comme une crème fraîche. Manu, c'est la crème à l'intérieur. Brigitte, la date de péremption. Sérieusement, aujourd'hui, Manu, il a tellement bien reçu Mahmoud Abbas, le dirigeant de l'autorité palestinienne. Juste, c'est dommage qu'il n'ait pas attendu samedi prochain pour recevoir, car il aurait en même temps fêté son anniversaire et l'aider à souffler ses 90 bougies, et en même temps, ils auraient parlé du processus de paix. C'est dommage, mais bon. Concernant Mahmoud, moi je pose la question suivante, il dirige quoi? Et je pose la question à toi, Rost, en plateau. Et je pose une deuxième question, est-ce que tu réalises que Mahmoud va avoir 90 ans? La succession est ouverte? Vamos, Rost, vamos! Revenons aujourd'hui. Moi j'étais aux premières loges lors de la rencontre entre Manu et Mahmoud. Manu lui a proposé de faire un selfie comme d'hab, et après Manu lui a dit « Mahmoud, fais attention, il y a 3 marches pour accéder au perron de l'Élysée. » Quelle bienveillance, Manu. Vraiment, et merci à toi pour ton investissement dans l'avancement du processus de paix. Tu peux résoudre un conflit majeur juste avec un sourire et un expresso. Je sais pas comment tu fais. Moi-même, j'ai essayé l'autre jour. Il y a mes darons qui s'embrouillaient. Et là, je me suis dit, faut que j'intervienne. J'ai fait quoi? 2 expressos. Je leur offre avec le sourire. Ils boivent tout. Et là, je me suis dit, j'enchaîne. 3, 4, 5, 6, 7 expressos. Ils étaient de plus en plus énervés. Manu et moi, vraiment, on se ressemble. Voilà. Moi aussi, j'aime les rencontres. Je suis ouvert aux rencontres. Je suis célibataire. Voilà. À part les sites de rencontres, pas du tout mon délire. Vraiment pas. Manu, c'est mon exemple. Lui, quand il fait un faux pas, c'est grève, manif, gilet jaune. Moi, quand je fais un faux pas, c'est silence radio. Et voilà, c'était la carte blanche de Julien Lassalle que vous retrouvez dorénavant tous les soirs avec nous en fin d'émission pour notre plus grand plaisir. Alors ainsi s'achève cette émission. Je remercie Marilyn Smadja, Caroline Sportes, Ross et Marc Warnod à Paris. Merci à vous d'avoir participé. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Restez avec nous sur i24 News. Bonne soirée.